j'ai le grand plaisir d'accueillir Marc-André Sellost, qui est... bonjour Marc-André. Qui est microbiologiste et écologue, qui travaille au musée, enfin qui est professeur d'ailleurs au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, également qui est professeur et qui dirige des équipes de recherche dans les universités en Pologne et en Chine, qui a travaillé également au Brésil et qui enseigne à l'École normale supérieure, à Sciences Po, à HEC, et qui nous fait l'honneur de partager sa passion pour le minusculement petit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Voilà, merci de cette invitation. Et effectivement, le but est d'arriver à reconstruire ce lien au vivant. Pour reprendre les mots et les intentions de Baptiste Morisot que vous citiez tout à l'heure, effectivement, il y a un lien au vivant. L'histoire, c'est que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est plutôt de reconstruire notre perception de ce lien, plutôt que ce lien, car il existe toujours, il n'a jamais cessé. Mais à ne pas le gérer, comme il était toujours là, on l'a pris dans la gueule. Vous allez voir ce que j'entends par là. C'est-à-dire que ce lien existe toujours, c'est juste comment on le gère, et est-ce qu'on est capable de le gérer d'une façon qui ne nous nuise pas. Le problème intrinsèque de la biodiversité, c'est qu'elle ne se voit pas. Et quand on demande à Google de nous illustrer de la biodiversité, on a ce genre d'image. Des écosystèmes qui ont la double caractéristique d'être lointains. Or, vous allez voir aujourd'hui, la biodiversité, c'est ici et maintenant, même dans cette salle. Dans cette salle, il y a sans doute au moins 50 000 espèces différentes. Oui. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas que des animaux ou des plantes, c'est avant tout des microbes. Et là, vous commencez à sentir qu'effectivement, il y a de la place pour avoir 50 000 espèces de microbes dans cette pièce. Où est la biodiversité sur cette image? Je vous laisse un instant y songer. Il y a plusieurs endroits où il y a des maximums de biodiversité, mais je voudrais insister sur deux d'entre eux. Le premier, c'est l'eau. D'ailleurs, si l'eau est verte, sur cette image et assez souvent, c'est pas la couleur de l'eau, hein, l'eau c'est bleu. Regardez les craquelures dans un glacier, hein, c'est bleu l'eau. Non, si l'eau est verte, c'est qu'effectivement c'est bourré d'algues microscopiques, unicellulaires, qu'on appelle des algues du plancton. Et s'il y a des algues, il y a des bactéries pour les manger, les attaquer ou les décomposer quand elles sont mortes. Tout ce monde-là a des virus, il y a aussi des amibes qui gloutonnent tout ça, et tout un tas d'autres organismes dont je ne vais pas vous parler. Une cuillère à soupe d'eau de mer, c'est plusieurs dizaines de milliers de cellules d'algues, c'est plusieurs millions de cellules de bactéries, c'est un monde fou, quoi. Et quand vous nagez dans l'eau, c'est une soupe microbienne dans laquelle vous nagez. Alors vous allez me dire, oui, alors c'est joli, effectivement, maintenant je ne nagerai plus pareil. Non, mais en réalité, ça vous touche directement. Pourquoi? Outre que l'essentiel de l'oxygène que vous respirez vient de ces algues-là, il y a parmi elles un groupe qu'on appelle les diatomées. Alors, je ne sais pas qui les connaît, on peut... N'hésitez pas à lever la main, ce n'est pas une maladie grave. La maladie grave, c'est de les ignorer. Donc vous voyez qu'on est tous malades d'ignorer ce que sont ces diatomées. Ce sont des algues qui ont une caractéristique, c'est que leur cellule est emballée pour se protéger des virus et des agresseurs dans une capsule faite de silice, une sorte de verre de silice. Un verre qu'elles sont capables de faire à température ambiante. D'accord? Ça, on ne sait pas faire, nous. Hein. Elles sont capables de sécréter cette coquille qui est pleine de petits trous parce qu'il faut quand même qu'elles échangent avec l'extérieur. Mais cette coquille siliceuse, elle leur permet de se défendre, de se protéger, tout en étant transparente et en continuant à faire la photosynthèse. Alors, à leur mort, ces capsules tombent au fond des océans ou des lacs, où on les trouve. Les lacs d'Auvergne, par exemple, en sont pleins. Et ça donne une roche qu'on appelle la diatomite. Et cette roche, elle... On n'a pas les films. D'accord. Alors ça va nous ennuyer beaucoup. Hier, c'était bon, les films, mais ils passent pas. Bon, on va faire ça. En fait, ces restes d'algues s'accumulent en formant des roches qu'on appelle les diatomites. Et la diatomite, c'est une roche que beaucoup d'entre nous connaissent, que chacun d'entre nous touche 2 fois par jour, ou 1 fois par jour au moins, et qui est absolument fondamentale pour l'industrie et l'alimentation. Pourquoi ?
Parce que quand vous broyez cette roche, vous restituez des morceaux cassés de ces enveloppes siliceuses. Et ça va faire deux choses. D'abord, ça va faire des abrasifs pour l'industrie, mais aussi des abrasifs qu'on met dans les dentifrices. Ce qui crisse quand vous mâchez la pâte dentifrice, c'est tout simplement de la bouillie de la poudre de diatomite qu'on rajoute pour faire abrasif quand vous allez vous brosser les dents. D'ailleurs, souvent, c'est écrit, c'est pas toujours écrit, mais ça devrait toujours être écrit poudre de silice ou quelque chose comme ça sur la composition du dentifrice. Donc, 2 fois par jour, vous en avez, ou 1 fois par jour, vous en avez dans la bouche. D'accord ? Comme abrasif. Mais c'est pas tout. Cette poudre, ensuite, on peut la compacter et en faire des filtres, parce que la taille de filtration, ça va être les petits trous qu'il y a dans les coquilles, quoi. Et ces trous sont très fins et ils permettent de filtrer les eaux de piscine, mais aussi de filtrer à peu près tous les liquides un peu translucides que vous buvez. Jus de fruits, vin, bière. Voire même les eaux minérales chez Nestlé, alors que c'est pas vraiment dans le cahier des charges. Mais c'est entre nous, parce qu'on n'est pas censé le savoir, ça. Alors donc, pour être plus sérieux, c'est vraiment des choses dont les conséquences, l'existence et le rôle technologique est quotidien. Bon, alors on revient à cette image. Peut-être un deuxième endroit où il y a une biodiversité extraordinaire, c'est le sol, oui, j'ai entendu dire. Alors, on a pu parler du sable de plage, il y a pas mal de choses entre les grains de sable. Mais effectivement, c'est le sol. Et dans le sol, effectivement, il y a une vie microbienne très importante, une vie qui est faite notamment de champignons. Alors les champignons, on va me dire, c'est pas des microbes, hein, parce que je les vois à l'œil nu. Oui, non, ce que vous voyez à l'œil nu, c'est chez certains champignons la partie reproductrice qui produit des spores. Et les spores, les spores sont de toutes petites cellules qui font de l'ordre de 10 millièmes de millimètre. Et ces spores, elles germent en filaments, des filaments qui grandissent et qui se ramifient. Ouf, voilà. Ces filaments font donc 10 millièmes de millimètre, ils se ramifient, ils se recollent entre eux, regardez. Et ils font un réseau microscopique, pas visible à l'œil nu, qu'on appelle le mycélium. Si on ne le voit pas, en revanche, on peut le sentir. Effectivement, il sent le champignon, tout comme les champignons de Paris ou les girolles que vous préparez pour les manger. Et des fois, quand on prend du sol, notamment les sols forestiers, dans les feuilles, que on sent, ça sent le champignon parce qu'il y a une molécule traumatique qui se forme quand on casse les cellules, quelles qu'elles soient, l'octénol. Et ça fait qu'au passage, le champignon, vous pouvez le sentir là où vous ne pouvez pas le voir. Si on avait un peu plus d'attention à des sensorialités autres que le visuel, on saurait peut-être lire un petit peu mieux les signaux que nous envoie le microscopique. Dans les sols, il y a aussi les bactéries. Alors les bactéries, c'est plus petit que les champignons, c'est 10 fois plus petit, les cellules de bactéries, ça fait 1 millième de millimètre. Parfois c'est en chapelet, c'est donc absolument pas visible, mais pour le coup, elles émettent, et on ne sait vraiment pas pourquoi, elles fabriquent de leur vivant une molécule qu'on appelle la géosmine, qui en fait donne l'odeur de terre. Quand du sol sent la terre, ils sentent en fait la bactérie. Et même d'ailleurs quand l'air s'échappe du sol parce qu'il a plu, cette géosmine diluée, elle donne la fameuse odeur d'après la pluie. Quand elle est diluée dans l'air, chassée du sol par l'arrivée de l'eau de pluie. Bon, là encore, notre nez, etc., etc. Il n'y a pas que les yeux pour aller vers la nature et le vivant, voire même vers le plaisir ou l'hédonisme dans la vie. Autre groupe qui est formé de cellules qui se déplacent en se déformant et qui, par ces déformations, à la fois sont capables de se déplacer, mais aussi d'emballer des bactéries. Vous avez ici quelque chose qui est une bactérie qui vous donne l'échelle. Je suis désolé, elle ne se déplace pas. Tout devait bouger dans cette présentation, mais on sera dans l'immobile. Cette amibe ici, eh bien, ça fait partie des choses qu'il y a dans les sols. Elle fait, maximum 0,1 mm. D'ailleurs, vous connaissez les géantes, les amibes géantes, sous le nom de blobs. Alors parfois, les gens connaissent le blob, et c'est marrant parce que vous connaissez les exceptions. Les formes outrancièrement grosses parmi les amibes, sans savoir que quand vous avez un petit peu de terre sous la chaussure, c'est des milliers d'amibes que vous transportez. Voilà ce qu'il y a dans un gramme de sol. Des milliers d'espèces de bactéries, 1 millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Parce qu'un gramme de sol, pour eux, c'est Lyon et la région lyonnaise jusqu'à Grenoble. Il y a de la place pour en mettre beaucoup dans un gramme de sol. En fait, selon les estimations, entre la moitié et 60% des espèces connues sont des espèces du sol. Si
Si maintenant on prend 1 hectare de nos régions, qu'on imagine tout ce qu'il y a dans ce sol, vous avez 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et 1,5 tonne d'animaux. Si jamais la première chose qui vous venait à l'esprit en pensant à la vie du sol, c'était des animaux, vous savez maintenant combien vous vous trompez. Alors voilà, il y a du monde là. On aurait pu parler effectivement du sable aussi, parce qu'entre les grains de sable, il y a vraiment beaucoup de monde aussi. Mais ce monde n'est pas visible. On peut le sentir quand même. Et il y a quelques signaux, comme la couleur de l'eau de mer, qui ne doivent pas nous tromper. Si je ramasse tout, les estimations, qui sont évidemment des estimations et pas des nombres exacts, d'espèces de champignons, de bactéries, d'amibes, c'est par dizaines de millions qu'il faut les compter, d'espèces. Et comme chacune de ces espèces a une bonne dizaine de virus qui sont des maladies d'elles-mêmes et pas des autres, il y a nécessairement beaucoup plus encore d'espèces de virus, même si on est loin encore de les connaître toutes et de connaître toujours leur action. Bon voilà, le décor est planté, nous vivons dans un monde de microbes et nous sommes trop gros pour en voir la vie. Alors évidemment, à ce moment-là, vous dites « Ah oui, c'est amusant, c'est un bel effet de présentation », et vous allez retourner manger du bœuf ou des carottes. Mais là, vous vous trompez. Parce qu'en fait, c'est pas qu'un décor. Il y a derrière cette diversité d'espèces une diversité fonctionnelle. La diversité, c'est pas juste le nombre d'espèces. C'est aussi la diversité des actions qu'elles ont sur le milieu quand elles vivent. Et la somme de ces actions qu'elles ont sur le milieu quand elles vivent, ça s'appelle le milieu où nous vivons. Et cette diversité de fonctions, la diversité de fonctions du vivant, c'est la diversité surtout des fonctions des microbes. Bon, allons-y, prenons les sols. Que font les microbes dans les sols ? La première chose qu'ils font, c'est ce qui explique que quand il n'y a pas de sol, parce qu'il y a du bitume ou du gravillon, on est obligé de souffler les feuilles. Normalement, quand ça tombe sur le sol, un déchet organique, un hérisson mort ou une feuille, c'est lentement, ça disparaît. Pourquoi ? Alors, des fois, c'est mangé par des animaux, oui, mais la plupart du temps, c'est avant tout mangé par les microbes du sol. Exemple de ceci. Vous avez ici ce qu'on appelle un rond de sorcière. Vous savez, c'est quand les champignons tournent, poussent en rond. Alors, il n'y a rien de très sorcier, en fait, là-dessous. C'est tout simple. Ce rond de sorcière, il est dû au fait que le mycélium, la partie invisible qui est dans le sol, est en couronne. Et ça signe des champignons qui mangent une partie de la matière morte du sol. Ils ne mangent pas tout, ils en mangent une fraction. Et en fait, ce qui s'est passé est tout simple. Il y a une spore qui est tombée au milieu, elle a commencé à faire des filaments qui ont grandi en toutes directions, et dans la zone centrale, tout a été mangé de ce qui pouvait être mangé, ça meurt de faim. Donc vous avez un front de mort à l'intérieur, un front de croissance à l'extérieur, ces cercles grandissent d'année en année, vous pouvez faire des mesures si vous en avez un sur votre pelouse, et finalement, ça nous rappelle que d'ailleurs, des espèces qui épuisent leur milieu, il y en a aussi dans la nature, hein. Sauf que cette espèce-là ne sait pas que ce vers quoi elle va, c'est le bord du champ, et qu'elle va vers la mort. Mais elle croit à la croissance. Et tant qu'elle n'atteint pas le bord du champ, elle n'a pas tort de le faire. Alors, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, surtout, c'est d'envisager le fait que, en se nourrissant, cet organisme prélève de la matière organique, il en fait de la croissance de son fameux mycélium, de sa structure microscopique, mais comme vous et moi, il en respire une partie, parce qu'il a besoin aussi d'utiliser des aliments pour faire de l'énergie. Et quand on brûle des molécules avec de l'oxygène, ça fait des déchets, ça fait surtout du CO2. Et effectivement, ces champignons font partie des organismes du sol qui émettent du CO2, mais c'est pas tout. Quand vous brûlez une molécule qui a de l'azote, il vous reste de l'azote minéral. Quand vous brûlez une molécule qui contient du phosphate, il vous reste du phosphate minéral. Vous, c'est pour ça que vous allez aux toilettes, pour uriner. L'urine, c'est les déchets azotés, phosphatés, la respiration. On ne voit pas toujours comme ça, mais c'est littéralement ça. Il faut évacuer ces restes, et nous, on le fait dans de l'urine. Quand vous êtes un champignon qui fait des filaments, vous ne faites pas de l'urine, hein, vous bazardez la molécule autour de vous. Et de fait, ces champignons libèrent de l'azote et du phosphate, et si vous observez bien, l'herbe est un peu plus verte sous le champignon. Mais ce n'est pas à cette saison-là qu'il faut voir les choses. Parce qu'à cette saison-là, le champignon, il se reproduit. Il est moins actif en termes de nutrition. Non, ce qu'il faut, c'est regarder au printemps. Et au printemps, on a souvent des cercles d'herbes vertes dans les prairies, dans les pâtures. Ici, nous avons des cercles qui font entre 30 et 80 mètres de diamètre, des champignons qui ont probablement plusieurs centaines d'années, dans des très anciennes pâtures dépouilles. Et vous voyez très bien que là où est le champignon, c'est plus vert. C'est plus vert parce que un des effets de la décomposition, c'est de libérer de l'azote et du phosphate, des ressources qui vont permettre aux plantes de pousser,
qui sont des déchets du point de vue du champignon, tout comme l'urine est un déchet pour vous, mais qui peuvent être un engrais, qui peuvent être quelque chose qui va permettre aux plantes de pousser. Donc la décomposition, c'est, comme disait Pasteur, le début de la vie. Car Pasteur avait une vision des microbes beaucoup plus nuancée que les médecins nous l'ont fait croire par la suite. Pasteur qui disait que sans les microbes, eh bien la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Sans eux, et sans cette décomposition dont ils se nourrissent, mais qui leur fait faire des déchets qui permettent le regain de la végétation, eh bien la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Et au moins, c'est rangé, c'est pas Pasteur qui a dit que les microbes étaient dangereux. Vous allez voir que c'est une erreur que de le penser, en moyenne. En tout cas, c'est pas tout ce qui se passe dans le sol. Dans le sol, il y a aussi des morceaux de rochers, des morceaux de roche qui sont en train de se dissoudre dans l'eau de pluie. Sauf que la dissolution dans l'eau de pluie, c'est très lent. Regardez ce qui se passe quand vous trempez 6 mois dans l'eau un cristal d'apatite, qui est un cristal qui est riche en phosphore. Il apparaît pas modifié parce qu'en fait, il s'est un tout petit peu dissous. Mais la dissolution des roches, c'est marrant. Avant ces 6 mois de solitude dans l'eau, rajoutons à ce cristal de phosphate quelques gouttes de jus de sol, c'est-à-dire des millions de cellules de microbes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de 6 mois, il est grêlé de trous au fond desquels on trouve des microbes. Car certains microbes du sol, c'est pas les mêmes que les précédents, se cramponnent à la surface des roches. Et alors que la dissolution devrait être lente, dissolution qui libère tout un tas de trucs assez intéressants pour les plantes, du fer, des oligo-éléments, du potassium, du calcium, eh bien, quand il y a ces petites croûtes de microbes, par le gel qu'elles sécrètent, elles retiennent l'eau, donc le temps de dissolution est plus lent, et surtout, localement, elles émettent de l'acidité qui dissout la roche. Et l'intérêt pour elles, c'est de se servir dans tout ce qu'elles dissolvent. C'est leur façon de trouver du calcium, du fer, des oligo-éléments, du manganèse, du brome, du bore, de la silice, tout ce que vous voudrez. En réalité, elles font ce travail tellement salement que ça fuit dans tous les sens et qu'une bonne partie de ce qu'elles font libère des choses pour les plantes, mais l'altération des roches, leur dissolution en réalité, se retrouve augmentée d'un facteur 10 à 100 par la vie du sol. Et ça, c'est pas une anecdote, parce que ton phosphate, ton calcium, ton magnésium, ton manganèse, ton bore, ton zinc, ton vous avez le droit de choisir ce que vous voulez, ça vient du sol et ça a été usiné par des microbes. C'est vous qui êtes au bout de ça, parce que ça rentre dans les plantes et vous êtes au bout de chaîne, ou de la chaîne dans certains cas. Ça va même plus loin, les microbes du sol acheminent la nourriture vers les plantes, et je voudrais maintenant vous parler de ça. Tout le monde pense que c'est des racines, ce qu'on voit en haut à droite, à gauche. Ce qu'on voit en haut à gauche. La plupart des racines, 9/10 des choses que vous avez appelées des racines, si vous les aviez regardées au microscope, évidemment, vous ne l'avez pas fait, bien sûr, mais bon. En colorant les filaments de champignons de façon appropriée, vous auriez vu que dedans, c'est bourré de mycélium de champignons, alors que ces racines sont saines. Et c'est là-dessus que travaillent mes équipes de recherche, donc à Gdańsk, à Kunming, et puis aussi à Paris, au Muséum. Nous travaillons sur ces champignons qui sont associés aux racines des plantes saines et qui vivent avec elles en bonne entente. Pourquoi? Parce que ces champignons, donc, ils sont présents dans le sol, ils rentrent dans les racines. Alors, techniquement, on n'appelle pas la racine une racine, puisqu'il y a du champignon dedans. C'est aussi du mycélium de champignon. On parle de mycorhize, c'est-à-dire qu'il y a myco du champignon et rhiza de la racine. Mais peu importe le jargon, l'idée c'est qu'en fait votre racine n'est pas toute seule, elle est accompagnée de champignons venus du sol, et les échanges, c'est que ce champignon-là ne mange que des sucres venus de la plante, il est nourri par la photosynthèse de la plante, en échange de quoi il va faire les courses. C'est lui qui va chercher l'eau et les sels minéraux dans le sol. Et c'est à ce point que pour 8/10 des plantes, 4 plantes sur 5, si vous les privez de champignons, si vous faites un sol complètement stérile, elles ne poussent pas. Bon, comme ils sont partout, en général, c'est pas trop limitant. Mais l'idée, c'est que ces champignons-là permettent la nutrition des plantes. Ils permettent un contact accru avec le sol, et c'est très important d'aller au contact du sol, parce qu'il y a des choses comme le fer et le phosphate qui ne bougent pas. Donc si vous n'allez pas les chercher là où ils sont, vous n'en avez pas. Ça augmente le contact avec le sol pour un coût moindre, car faire un filament de champignon coûte beaucoup moins cher en carbone que de faire une racine qui est beaucoup plus grosse. L'amélioration est d'un facteur 1 million, soit 100 millions de %. Entre ça et le fait de faire du verre à température ambiante, vous remarquez une chose, on parlait tout à l'heure donc de l'ingénierie du vivant et des années de recherche et développement, il y a quand même des choses assez extraordinaires. Un placement à 100 millions de %,
c'est pas des choses qu'on entend dans les conversations ordinaires, mais c'est une banalité dans les sols qu'on appelle la mycorhize. En plus, il y a une cerise sur le gâteau, c'est que le champignon protège contre les maladies du sol, la plante, et on peut le comprendre parce que plus il protège la plante, plus il a à manger, et donc il a un intérêt direct, puisqu'il est branché sur la photosynthèse de la plante, à cela. Alors je vous ai résumé ici les quelques fonctions. Je n'ai pas insisté sur le fait qu'en plus ces microbes, quand ils meurent, ou quand ils se déplacent comme les amibes, ils font des trous, et que c'est ces trous-là qui retiennent l'eau. C'est eux qui retiennent l'eau par capillarité. Ce pas les trous de vers de terre. Les trous de vers de terre, c'est les trous par lesquels l'eau rentre. Ce qui retient l'eau dans les sols, c'est les trous des microbes. Je n'insiste pas du tout sur les aspects climatiques de l'activité de ces organismes-là. C'est une autre histoire, même si on est dans une CEC. Je voudrais juste conclure en disant que toutes ces fonctions, ça fait que le sol est fertile. Et il y en a d'autres, je vous en ai épargné. Ça nourrit les plantes et finalement, ça nourrit l'homme. En fait, vous êtes là parce que ces organismes-là permettent au sol de fonctionner. Cette association-là, elle est vraiment importante, elle est partout autour de nous, et c'est un des aspects avec la biodiversité des sols qui fait qu'il y a une biodiversité ordinaire, pas exotique du tout, ni dans les récifs coralliens ni ailleurs, qui est vraiment intéressante pour nous. On ne la respecte pas toujours dans nos gestes agronomiques. Par exemple, aujourd'hui, on amène beaucoup d'engrais, c'est-à-dire qu'on amène aux plantes en grande quantité des choses directement utilisables. On en met tellement d'ailleurs que ça finit par sortir des sols et que ça va faire proliférer des algues, aussi bien en eau douce qu'éventuellement sur certains rivages, par exemple des rivages bretons. Vous y êtes ? Alors, ces engrais, comme la plante elle est bien nourrie, elle ne nourrit plus le champignon. Je veux dire, quand vous habitez au-dessus d'une supérette, vous ne payez pas quelqu'un pour aller faire les courses. Vous descendez faire vos courses. Et on voit très bien que quand on amène des engrais minéraux, on va régresser la quantité de champignons mycorhiziens dans les sols. Mais, alors vous allez me dire, c'est pas grave puisqu'on met des engrais. Ah oui, mais la quantité de pathogènes reste la même. Et vos racines sont moins bien défendues. Et vous voyez comment on glisse le doigt dans un cercle vicieux qui va vous amener à devoir mettre plus de pesticides, dont certains vont être nuisibles pour ces champignons, ce qui va exiger plus d'engrais et donc plus de pesticides. J'ai pas dit que c'était pas une bonne idée, vu de l'époque où on a mis ça en place, parce que ça a permis de manger assez. Mais je vois que c'est pas logique avec le service gratuit que fournissaient les microbes, et aujourd'hui on voudrait surtout entretenir ça. Et l'autre chose qu'il faut plus faire, du coup, c'est labourer. Alors vous allez me dire, waouh, il sort d'où lui ? Je pourrais sortir de l'Amérique précolombienne, où personne n'a jamais labouré, il n'y avait pas d'animaux de trait, il n'y avait pas de fer pour faire des charrues. Il y a des agricultures non labourées qui ont de tout temps existé. Ok ? Labourer, c'est détruire les champignons mycorhiziens. Je vous mets bien au défi, d'ailleurs, même pour les champignons qui décomposent la matière organique, qui sont tout à fait différents, de trouver un rond de sorcière sur un sol labouré. Il n'y en a pas. Parce que tous les ans, les mycéliums meurent. Quoi qu'ils fassent. De l'aide aux plantes ou de la décomposition. Aujourd'hui, on a des formes d'agriculture non labourée qui sont apparues. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de régénération ou de conservation. Il y a même eu un film, Mission Régénération, qui est sorti, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, et c'est une vraie merveille. On voit remonter par l'absence de labour, il y a d'autres gestes de semis et de récolte, on pourra en parler si ça vous tente, on voit remonter la vie du sol, notamment la vie microbienne, de 20 à 25% en 2 ou 3 ans, parce qu'en fait, les sols, ils ne sont pas morts. Il reste très peu d'individus de chaque espèce. Et dans ces sols-là, alors c'est la joie complète, parce que ils ont plein de propriétés, notamment comme il y a plus de micro-trous faits par cette vie du sol qui est plus abondante, ils retiennent mieux l'eau. Et en réalité, aujourd'hui, l'agriculture non labourée, elle est en train de gagner des points, parce que dans les étés secs, les rendements sont supérieurs. On parle de fric. On ne parle pas de biodiversité. D'accord ? On parle de s'appuyer sur le vivant plutôt que d'essayer de foutre des béquilles qui ne marchent pas. On peut même d'ailleurs insister, on peut ramener ces champignons. Regardez ce qui se passe dans une exploitation agricole où on va faire des tomates avec aucun apport en gris. Alors vous voyez que ça produit des tomates. Bon, un apport d'engrais en noir, ça fait rien parce qu'en fait les sols sont déjà tellement riches qu'il n'y a pas besoin d'engrais. Et un apport de champignons mycorhiziens apportés sous forme de spores. En début de saison, regardez, la production dure plus longtemps et le poids moyen des fruits est plus important. En fait, il y a aussi des façons de produire plus. Ça, c'est la réponse à ceux qui seraient tentés de se dire « mais c'est sympa ces trucs-là, mais est-ce qu'on va nourrir l'humanité ?» Oui, il n'y a pas qu'une façon de nourrir l'humanité. Ce serait penser qu'il n'y a qu'une seule façon d'aller à Rome.
Alors, tout ça, c'est encore très loin de vous, parce que c'est vrai que finalement, les exploitations agricoles, la production de nourriture, bon, c'est un petit peu loin. On va maintenant rentrer dans l'intime, dans le vif, on va rentrer dans vous. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Des microbes. Vous savez que nous avons un corps qui est fait de... Alors vous le savez ou vous le savez pas, je vous donne l'information, 10 000 milliards de cellules. C'est le nombre de cellules humaines que vous avez en vous. Et en fait, nous sommes habités, sur les surfaces de notre organisme et dans les cavités, le nez, le tube digestif, de microbes qui forment le microbiote. Ces microbes sont soit des bactéries, et il y a donc des virus, soit des champignons, mais sur nous, les champignons ne sont pas filamenteux, les cellules se défont les unes des autres, ils sont unicellulaires, c'est ce qu'on appelle des levures. Parce que sur la peau, il y a de l'abrasion, dans le tube digestif, il y a des mouvements, les formes filamenteuses ne pourraient pas survivre. Et on est habité d'autant de microbes dans le tube digestif qu'on a de cellules humaines dans notre organisme, 10 000 milliards. Bon, elles sont un peu plus petites, donc ça fait 1 à 2 kilos, pas plus. Mais c'est ce que vous avez dans le tube digestif. Vos fesses, c'est les 2 tiers de la masse, c'est des bactéries et des levures. Bon. Vous en avez un petit peu moins sur la peau, mais ça fait quand même 1000 milliards. Et dans les autres cavités, vous en avez 10 000 milliards, 100 milliards, oui. Si vous êtes une femme, le vagin permet d'en avoir un peu plus. Si vous êtes un homme, c'est plutôt un peu moins. Mais en tout cas, vous êtes bourré de microbes de partout. Et ça, c'est le nombre d'individus, le nombre de cellules. Mais c'est 5 à 10 000 espèces par individu bien lavé occidental. Sachant que si vous regardez votre voisin, vous devez partager avec lui de 10 à 20% de ses espèces. Et voilà les 50 à 100 000, les 10 à 50 000 espèces que je vous promettais dans la salle. Moi, je parle d'un auditoire microbien, là. Statistiquement. Vous y êtes? Oui, il y a quelques humains qui traînent, c'est vrai. Vous réalisez 5 à 10 000 espèces. Il n'y a pas de zoo qui vous offre ça. Et c'est ici, c'est pas dans les écosystèmes coralliens. Et en plus, comme c'est très près de vous, figurez-vous que c'est très puissant sur vous. On découvre aujourd'hui que ces micro-organismes, ces microbiotes, l'ensemble, donc le microbiote, c'est toute une communauté, un ensemble d'individus, d'espèces différentes de microbes, interviennent dans la digestion. C'est ainsi que les Japonais digèrent les algues rouges, vous savez, le nori qui est autour des maquis, là, ils le digèrent, alors que l'homme ne sait pas digérer ça. Bon, ils ont dans le tube digestif des bactéries qui s'en chargent. Ça intervient dans la régulation de notre métabolisme et de notre mise en réserve. En particulier, d'ailleurs, la fermentation des microbes dans notre tube digestif quand on a mangé, ça émet des molécules qui, par le sang, arrivent au cerveau et provoquent la satiété. La satiété, c'est en partie une histoire de microbes. Ça nous protège des maladies parce qu'ils sont installés là et ils protègent l'organisme un peu comme les champignons mycorhiziens protègent les racines. Après tout, c'est leur garde-manger, c'est là où ils mangent et c'est leur habitat, c'est là où ils habitent, c'est leur gîte et leur garde-manger. Ça régule notre système immunitaire à ce point que maintenant, dans les hôpitaux, on ne nettoie plus les plaies. On les nettoie au départ. Mais ensuite, on ne les nettoie pas que si elles s'infectent parce que la cicatrisation est 1,5 fois plus rapide quand la peau est colonisée de microbes qui dialoguent avec le système immunitaire et accélèrent les processus régénératifs que celui-ci pilote. Et puis ça a même des effets sur le système nerveux. Alors vous allez me dire, waouh, il a vraiment envie de nous vendre les microbes. Comment sait-il tout ça? Bien, en fait, on le sait dans la communauté scientifique. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas géré ce lien, on l'a pris dans la gueule. Collectivement. L'hygiène et le fait de se débarrasser au maximum des microbes dans nos façons de manger, dans notre environnement, a permis de se débarrasser d'un certain nombre de maladies. Entre parenthèses, la vaccination a sans doute fait plus que l'hygiène. Bon, mais voilà. Dans le même temps, on a vu exploser les maladies de la modernité, qui continuent d'exploser. Et ces maladies, qu'est-ce que c'est ces maladies? C'est des maladies du métabolisme, diabète, obésité. C'est des maladies du système immunitaire, l'asthme et l'allergie, où celui-ci surréagit. Les maladies auto-immunes, où, comme dans ces deux exemples, le système immunitaire attaque l'organisme et le détruit. Et puis toutes les maladies du système nerveux, autisme, Parkinson, Alzheimer. Depuis quelques mois, on peut rajouter à cette liste le burn-out. Dans toutes ces maladies, il faut bien avouer que le déterminisme est complexe. On sait que certaines personnes sont plus génétiquement à risque que d'autres. On sait que le type de comportement qu'on a ou pas joue. Par exemple, pour
l'autisme chez les petits garçons, le fait que la maman ait une forte teneur, une forte contamination en bisphénol A, explique 1 cas sur 8. Hein? Parce qu'on a peut-être dit que les pollutions chimiques détruisent les espèces, mais manque de chance, on est une espèce. Bon. Mais au-delà des facteurs environnementaux et génétiques, dans toutes ces maladies, il y a une composition microbiotique. Dans toutes ces maladies, 1. Les individus malades ont une diversité du microbiote, du tube digestif ou même des poumons dans le cas de l'asthme. Une diversité du microbiote qui est moindre, qui est d'abord différente, mais surtout avec moins d'espèces que les individus sains. 2. Dans toutes ces maladies, alors je vous les remets à l'écran pour que vous les ayez bien toutes en tête, quand on donne des microbes du tube digestif d'un individu qui a ces symptômes à des souris de laboratoire, elles développent des syndromes semblables. Elles se mettent à tousser, elles interagissent moins avec les autres souris, elles commencent à avoir des problèmes de mémorisation et de mobilité. Alors, c'est limité, c'est un truc de souris, mais hein, là, ça commence à sentir la cause et pas la conséquence, le microbiote. 3. Ou 2, je ne sais plus où j'en suis, je pense que j'en suis peut-être 2. L'autre chose, c'est que quand on prend un individu sain et qu'on prélève son microbiote et qu'on le donne à un individu malade, qui présente un de ces symptômes, on voit régresser les symptômes de l'individu malade. Alors, pas complètement, on a dit que ce n'était pas la seule cause, de toute façon. Mais on la voit régresser. Et alors, 3, c'est transitoire. 3 ou 3,5 ou 4, je me suis planté dans mon dénombrement, mais c'est pas grave. L'autre histoire, c'est que cette amélioration chez les malades est transitoire. Les symptômes reviennent au point de départ. Mais, quand on étudie la composition de leur microbiote, on s'aperçoit que sa composition redérive vers l'état morbide, vers l'état appauvri, avant que les symptômes ne redeviennent maximaux. Donc, c'est une des causes. C'est pas la seule, bien sûr. Et c'est une des causes d'un problème qui vient nous enquiquiner, puisque donc on compte qu'un Européen sur 4 aujourd'hui est affecté de l'une de ces maladies. Mais en creux, c'est une solution, regardez. Là, je vous parle de l'autisme qui est en pleine explosion un peu partout dans le monde, et dont les causes sont complexes, hein, avec une naissance pratiquement sur 150, je crois qu'on est arrivé à 120 depuis que j'ai fait cette diapo il y a 3 ans, en Europe. Alors, cet autisme-là, on peut essayer de se dire, bah, tiens, on va essayer de résoudre ça en faisant des transferts de bactéries fécales. Alors, on ne fait pas ça routinièrement parce qu'il y a des risques associés. Mais ça a été fait en donnant les bactéries fécales des parents qui n'avaient pas de symptômes d'autisme à 18 petits-enfants autistes. Et on a étudié des scores comportementaux qui caractérisent leur façon d'être, d'interagir ou de répondre à des questions. Ce score-là, plus il est bas, moins les syndromes d'autisme sont prononcés. Celui-là, plus il est haut, moins les symptômes d'autisme sont prononcés. Regardez, sur les 8 semaines de transfert qui sont là, on voit très bien que ce score baisse et celui-là monte. Quand on refait les tests à 10 semaines et à 18 semaines, on s'aperçoit qu'on est stabilisé autour du point qu'on a atteint. Alors c'était trop beau, les scientifiques qui ont fait cette étude ont repris les enfants 2 ans après et se sont aperçus que l'amélioration avait été durable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez réorienté le développement dans la direction du développement non autiste, et donc vous avez engrangé des points irréversibles dans ce cas-là, puisque vous agissez sur le développement, et pas sur le fonctionnement. Mais peu importe, vous sentez que derrière, il y a de l'espoir. Et ça, c'est important, c'est ce que j'appelle le syndrome de la chaussette. Vous sortez votre chaussette de la machine à laver toute fripée, puis vous l'avez retournée pour pas qu'elle s'abîme, elle ressemble à rien, les broderies, c'est des touffes de poils méconnaissables, vous retournez la chaussette, vous l'étalez de la main, et hop, c'est une belle chaussette bien propre. Ben c'est ça. Tout ce qu'on a pris dans la gueule, si on le retourne, ça veut dire qu'il y a des moyens de résoudre des problèmes à l'aide de la biodiversité. Et ici, une fois encore, nous parlons de quelque chose qui est non seulement une pollution de la vie de beaucoup d'entre nous, mais qui en plus va nous coûter très cher. Très très cher. Collectivement en santé publique. Alors on peut aussi ne plus soigner les gens, mais à ce moment-là, ça coûte cher, parce qu'il faut une armée pour mater les émeutes. Nous sommes culturellement très loin de ça. Aujourd'hui, ça, c'est un argument de vente. Il y a plein de pubs qui vous assurent que ça va tuer 99,99% des bactéries. Si c'est un produit que vous mettez sur la peau, si c'est un produit que vous mettez dans la bouche après vous êtes rincé après vous êtes mis des diatomées dans la bouche, si c'est un produit d'entretien quelconque,
ne l'utilisez pas. C'est écrit dessus que 1, il est plus cher parce qu'il y a un composé antimicrobien, et 2, c'est pas pour vous. Il suffit de récurer un peu de temps à autre les surfaces, d'utiliser du vinaigre blanc, il suffit de bien se brosser les dents, et sauf indication médicale, on n'a pas besoin d'être entouré de bactéricides, parce que c'est comme ça qu'on a du mal à être colonisé, et que donc on réduit la quantité de microbes, pense-t-on, d'un facteur 1,5 à 3 par rapport à nos ancêtres, en termes de nombre d'espèces. Pas en nombre de cellules, il y en a autant de cellules, mais elles sont de moins d'espèces. Voilà. Donc il faut arrêter les conneries. Notre connerie entre nous, alors là je vous le dis entre vous, c'est strictement entre vous et moi, mais c'est que les microbiotes de notre peau et de notre tube digestif ne supportent pas les émulsifiants, les conservateurs antioxydants et ça c'est pas étonnant, les conservateurs antimicrobiens. Regardez bien vos crèmes de beauté et les produits ultra transformés de votre alimentation et vous verrez que ça fait partie des conneries. Mais bon, ça c'est juste entre nous, il vaut mieux taper là-dessus sur ces images que de dire qu'il faut manger différemment. En tout cas, maintenant, il y a aussi, en creux, les côtés positifs. Comment soutenir cette diversité microbienne et faire en sorte de risquer le moins possible les dérapages de santé que je décris? Eh bien, il faut nourrir ces microbes. Et c'est le rôle des fibres. Et là, il y a un truc tout à fait marrant qui se produit, c'est qu'on vous dit qu'il faut manger des fibres. Les fibres, c'est des composés qu'on a dans les végétaux. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, 5 portions de 90 grammes par jour, et il faut manger des fruits et légumes et des fibres parce que ça améliore le transit. Alors là, je vais vous le faire comme à mes étudiants, hein. Ça sort tout le temps. Et si jamais vous pensez que ça sort mieux parce que les fibres sont un gel qui fait que les crottes sont plus molles, vous mettez le doigt dans l'œil. L'histoire, c'est que ces fibres nourrissent des microbes qui notamment produisent des produits fermentaires comme le butyrate, qui ont plein d'effets positifs sur la régulation du système immunitaire et notamment qui évitent des phénomènes pro-inflammatoires qui peuvent déboucher sur des cancers, qui permettent aussi d'améliorer l'humeur, qui permettent aussi, et c'est très important, d'augmenter la fonctionnalité des muscles du tube digestif. Et donc ça sort mieux parce que, en fait, votre mobilité gastrique est meilleure. C'est pas parce que les crottes sont plus molles, hein. Ok ? Non, mais c'est important parce que ça veut dire qu'on ne dit pas vraiment aux gens ce qu'il en est. L'idée, c'est qu'il s'agit de soutenir notre biodiversité fonctionnelle. Vous y êtes ? Alors, qu'est-ce qu'il faut manger ? Du brocoli, des carottes, des pommes, de tout, car les fibres ne sont pas les mêmes d'une plante à l'autre. Et vous ne soutenez pas les mêmes microbes. On recommande, et c'est pas facile en hiver parce qu'on n'a justement plus assez de variétés dans nos jardins, 20 à 25 espèces végétales différentes par semaine, céréales comprises. Et vous voyez que la biodiversité externe vole au secours de la biodiversité interne. C'est dit, la biodiversité, c'est vous. Quand elle s'érode, c'est vous qui morflez. C'est vous qui le prenez dans la gueule. Alors, j'en avais parlé dans un livre Jamais seul qui a été publié il y a quelques années, si ça vous intéresse de creuser plus nos microbiotes. Mais je voudrais maintenant retourner ma chaussette là. La biodiversité est un outil. Tiens, je vous donne juste un exemple, parce que j'ai dit en creux des fois que les pesticides, c'était pas génial. Hein. Alors, je ne t'ai pas dit en creux, je l'ai même dit comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais Marc-André, il est sympa, mais comment on fait ? Je vais vous donner un exemple. Hein. Sur la vigne, tiens. Sur la vigne, on peut très bien appliquer sur les feuilles un champignon qui s'appelle Trichoderma. Et Trichoderma, il pousse autour des filaments des autres champignons, et de temps à autre, il rentre dedans pour se servir. C'est un champignon qui mange les champignons. Et ça, il y a des formulations commerciales de Trichoderma à pulvériser qui permettent de réduire l'arrivée des maladies. J'ai pas dit que ça supprime complètement les pesticides, mais on les utilise moins souvent. Du coup, les résistances émergent moins et on peut les utiliser à plus faible concentration. Mais voilà un très bon auxiliaire. Mais je vais vous dire, c'est encore vouloir mettre des petits trous autour du vélo, cette histoire-là. Parce que la vraie idée qu'on voudrait, et c'est peut-être moins facile à faire que dans les autres exemples que j'ai donnés, là, la vérité, ce qu'on voudrait surtout, c'est que les auxiliaires soient là spontanément. Et c'est vrai que sur la vigne, quand vous faites des traitements préventifs au sulfate de cuivre, bien sûr vous tuez les méchants, bien sûr vous tuez les mildious, bien sûr vous tuez les oïdiums, mais vous tuez aussi les microbes qui habitent la feuille et qui la protègent. Car dans la feuille aussi, dans 1 gramme de feuille, il y a 30 millions de bactéries. Dans 1 gramme de feuille, il y a une quinzaine d'espèces de champignons. Ok, la feuille, c'est pareil, c'est plein de microbes qui vivent là, en bonne entente avec la feuille et qui la protègent. Et donc, beaucoup de nos traitements, en fait, tuent les bons et les méchants. Donc c'est bien, on a pu les méchants,
mais le lendemain, on est obligé de continuer à protéger nous. Et donc, plutôt que d'inoculer ça, on voudrait avoir des pratiques demain qui entretiennent au maximum les auxiliaires. Regardez, alors c'est Noël, hein. Inoculer par spray ou par irrigation, ces 2 souches de trichoderma réduisent la sévérité de la maladie sur l'année et augmentent le rendement. Oui, parce que nourrir l'humanité, hein, le mauvais argument de ceux qui ne veulent pas changer, qui disent non, mais il faut nourrir l'humanité. Moyennant quoi, on bouffe des pesticides et on crève de parkinsonien, c'est-à-dire inconscient de qui on est, de ce qu'on fait depuis 5 ans. Ok, ça s'appelle pas nourrir l'humanité, ça. Et quantitativement, on peut mieux faire avec effectivement des méthodes alternatives. On peut aussi bien faire. En tout cas, mon but est que vous voyez ce monde différemment. Vous habitez un monde de microbes. Même si vous êtes habité par des microbes, la réalité, c'est que c'est vous qui habitez dans un monde de microbes. Et ce monde de microbes a fabriqué le monde où vous êtes. J'espère que c'est plus clair que la taille qu'on a ne nous permet de le deviner, nous, en voyant cette image. C'est fait de microbes partout. Vous pouvez au moins les sentir. Et il y a des solutions pour l'agriculture, des solutions pour la santé. D'ailleurs, ce que je dis, la biodiversité, si on la gère, c'est une solution. C'est ça que je voulais vous dire, en fait. Ce que vous ne voyez pas, c'est la solution. Et je terminerai sur cette phrase d'un anthropologue canadien, connu pour avoir introduit la pensée évolutionniste en psychologie. La biologie n'est une fatalité que si on l'ignore. Si on ne gère pas le truc, on le prend dans la gueule. En revanche, si on a compris comment ça marche, si on ne l'ignore pas, alors c'est un outil. Et c'est cet outil qu'il nous faut inventer. C'est cet outil que j'espère vous inventerez et vous contribuerez à rendre économiquement viable.